Bonjour à tous. Bonjour, Annie Genevard. Ah, la petite photo, pardon. Merci. Oui, donc merci Annie Genevard d'avoir accepté notre invitation, députée LR du Doubs et secrétaire générale des Républicains. Juste quelques mots avant de commencer pour vous rappeler que notre rencontre est retransmise en direct sur le portail vidéo internet de l'Assemblée nationale et qu'un live tweet est assuré sur le compte de l'Association des journalistes parlementaires par Stanislas Noyer et Nicolas Prissette qui sont parmi nous. Et tout de suite, je laisse la parole à Chantal Didier pour une première question. Oui, bonjour. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ont appelé hier à une marche contre les méfaits de l'antisémitisme et contre sa montée dangereuse. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? Je pense que c'est une très bonne initiative. Je la partage, je la soutiens. Je pense qu'il est indispensable dans le climat qu'on connaît de prendre une initiative très forte, très symbolique. Les deux présidents des assemblées parlementaires ont décidé de concert d'une marche entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour protester contre la propagation exponentielle et très préoccupante de faits antisémites. Les injures, les menaces, les intimidations, les agressions se sont multipliées. Il y en a eu plus en 4 semaines qu'en un an. C'est donc un phénomène majeur qui appelle un sursaut national. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Il faut marcher contre l'antisémitisme et contre les prêcheurs de haine. Et comment réagissez-vous à la polémique qui a suivi cette annonce ? Bon, la réaction de Jean-Luc Mélenchon ne surprend pas. Les propos qu'il a tenus sur les réseaux sociaux sont quand même abominables, puisqu'il accuse ni plus ni moins les deux présidents des assemblées de se rendre complices des massacres, dit-il. Donc c'est quand même extrêmement grave. Je préfère pour ma part retenir le propos de l'imam Chalgoumi, que je trouve extraordinaire, et qui a dit « Dimanche, nous serons tous juifs ». Comment est-ce que vous expliquez la difficulté sur ce thème en particulier ? Il s'agit de marcher pour la République et contre l'antisémitisme, ont expliqué Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, que l'unité nationale, si ce n'est l'union sacrée, ne soit pas possible. On voit bien les réactions, effectivement, vous parliez de Jean-Luc Mélenchon à l'instant. Certains veulent marcher, mais pas forcément marcher avec tout le monde, et les uns avec les autres. Le Rassemblement national a annoncé qu'il participerait à la marche, ce qui dérange un certain nombre d'autres partis qui ont annoncé qu'ils participeraient aussi à cette marche-là. Comment est-ce que vous expliquez que sur un sujet comme ça, l'unité nationale ne soit pas possible? Est-ce que vous considérez d'ailleurs que, compte tenu de l'histoire des différents partis, tout le monde devrait pouvoir défiler ensemble dimanche ou pas? Moi, je pense qu'il faut revenir à l'esprit initial de cette démarche. Les présidents ont invité tous ceux que révolte l'antisémitisme à manifester, à marcher, sans exclusion. Je ne vois pas comment ils pourraient empêcher des élus de la République de défiler. Ils ne sont pas là pour faire la police des participants. Ils ont invité tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de défense de la laïcité, dans la lutte contre l'antisémitisme, à défiler. À partir de là, l'essentiel de la polémique se concentre quand même sur LFI. Mais depuis le début de ce conflit, on voit bien qu'il y a une partie de la gauche extrême, mais même une partie de la gauche qui traditionnellement est pro-palestinienne et plutôt antisioniste, qui est toujours là, tapis dans l'ombre. Il y a des gens qui n'ont pas voulu aller en Israël au lendemain du pogrom, alors même que les frappes aériennes sur Gaza n'avaient pas commencé. On voit bien quand même qu'il y a une gauche historique qui est embarrassée par cette question israélo-palestinienne. Et moi, je le regrette parce que la dernière fois que je suis allée en Israël, ce que j'ai constaté, c'est que les accords d'Abraham constituent un espoir immense
immense. Et ils étaient sur le point d'aboutir avec des pays arabes qui étaient vraiment, dans un passé relativement récent, hostiles à Israël. Donc, je trouve qu'il y avait là le ferment d'une pacification de ce Proche-Orient et d'une pleine reconnaissance d'Israël, qui est quand même la seule démocratie du Proche-Orient. Il faut le rappeler. Quand on regarde la carte, Israël est entouré de pays hostiles. Et donc, cette normalisation qui était à l'œuvre, c'est aussi une des cibles du Hamas. Et je regrette qu'une certaine gauche française ne le comprenne pas. Juste avant de passer la parole à Brigitte, quand dans la tribune publiée hier soir en ligne par Le Figaro, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée appellent, par-delà leurs différences et leurs divergences, les républicains à marcher. Alors on sait que plusieurs fois, et notamment ici à la tribune de l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a semblé exclure la France Insoumise et le Rassemblement national de cet arc républicain. Est-ce que, selon vous, cet appel lancé aux Républicains va jusqu'au Rassemblement national? Certains soulignent que le week-end dernier, Jordan Bardella, sur ce sujet en particulier, a refusé de parler d'antisémitisme à propos de Jean-Marie Le Pen. Alors, je crois que Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher ont été très clairs. Ils en appellent à tous les Républicains. S'agissant de l'arc républicain et de sa conception par la Première ministre, je dirais qu'elle est à géométrie variable. Tantôt ils en sont exclus, tantôt ils sont inclus. Donc je ne me livrerai pas à cette étude sémantique. Il y a des élus, ils ont été élus, ils ont la légitimité de l'élu. Cela étant, je ne pouvais pas concevoir que la France insoumise défilerait après les propos qu'elle a tenus sur le Hamas, après les propos qu'elle a tenus sur Israël. Il y a quand même des élus qui ont justifié la position du NPA, disant que le NPA soutenait le Hamas et tous les moyens de lutte qu'il s'est donné. Donc ça veut dire justifier les massacres abominables qui n'ont d'équivalent que sous la Shoah. Enfin, une délégation de députés s'est rendue en Israël, on est revenu totalement traumatisé par ce qu'ils ont vu. Donc ce qui s'est produit, la barbarie, la sauvagerie avec laquelle ces civils ont été assassinés, ont sidéré le monde entier. Donc on ne peut pas justifier, on ne peut pas être dans la demi-mesure dans la condamnation. Or, la France insoumise a été, alors, pour le coup, pas dans la demi-mesure, mais dans la pleine mesure de la condamnation d'Israël. C'est insupportable. Selon vous, les propos de Jordan Bardella ce week-end appellent à clarification. Est-ce qu'il faut que le Rassemblement national, sur cette question-là, clarifie encore sa position ? Écoutez, ça c'est l'affaire du Rassemblement national. Moi je considère que Jean-Marie Le Pen avait des propos clairement antisémites. Je pense que ça a été suffisamment étudié, interrogé. Maintenant, je n'ai pas entendu dans la bouche de sa fille de tels propos. Mais encore une fois, moi je n'entrerai pas dans ce débat. J'observe que Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher en appellent à tous les démocrates qui veulent un sursaut contre l'antisémitisme, la réaffirmation des valeurs de laïcité qui fondent notre pacte républicain, et puis la condamnation des faits, des exactions des terroristes du Hamas, des meurtres du Hamas. Donc le message, la ligne de conduite est claire. Après, ils ne vont pas faire la police de la présence. Enfin, je ne pense pas. Je crois que ça n'est pas leur intention. Et quand bien même le voudraient-ils, ils ne le pourraient pas. Donc, ne nous embarrassons. Je crois que ce qu'il faut retenir, le fait majeur, le fait principal, c'est qu'il y a un sursaut national de la part de personnages éminents de nos institutions. Je veux dire, enfin, un mois après ce qui s'est passé, enfin, ce sursaut, et ça vient de l'Assemblée nationale et du Sénat, et c'est bien ainsi. Brigitte. J'insiste sur la question du RN parce qu'Olivier Véran vient de déclarer que le Rassemblement national n'avait pas sa place à cette marche de dimanche. Est-ce que vous considérez qu'il a sa place? Et ensuite, est-ce que vous pensez que le Rassemblement national n'est pas le Front National, que Marine Le Pen n'est pas Jean-Marie Le Pen et qu'aujourd'hui, le Rassemblement National n'est un parti qui n'est pas antisémite?
Moi, je crois que ces questions abîment quelque peu, enfin non pas votre question, cher Brigitte Boucher, mais cette polémique abîme la vocation de cette manifestation. Lorsque il y a eu l'attentat contre Charlie, on ne s'est pas posé la question de savoir qui avait le droit de venir et qui n'avait pas le droit de venir. On y est allé. Et tous ceux qui ont voulu manifester ont manifesté. Eh bien, ce doit être le même élan. Et ne nous perdons pas dans ce type de considération parce qu'on perdrait de vue le fondement, on abîmerait la cause que l'on veut défendre. Gilles Gilles Leclerc, pardon d'insister un tout petit peu encore, compte tenu de ce que vous avez dit précédemment, il me semble que vous auriez été plus gêné de défiler avec des représentants de la France insoumise s'ils avaient décidé, in fine, de défiler, que finalement avec les représentants du Rassemblement national. C'est exact ou... Moi, je n'aurais pas imaginé pouvoir défiler aux côtés de la France insoumise après les propos qui ont été tenus. Enfin, il faut voir ce que les uns et les autres ont déclaré. Les uns ont été clairement dans un antisionisme le plus radical qui nourrit, on le sait, l'antisémitisme. Je n'ai pas entendu de tels propos ailleurs que chez la France insoumise. Et encore, pas chez tous les députés et tous les élus de la France insoumise. Donc clairement, je ne pouvais pas imaginer défiler à côté de gens ayant tenu de tels propos, en effet. Oui, en fait, vous accordez au Rassemblement national un droit à la conversion. Non, simplement, je plaisante un peu, je taquine. Non, plus sérieusement, il y a le président de la République est au Grand Orient de France dans une demi-heure ou une heure. Est-ce que vous pensez que c'est une occasion justement de réaffirmer l'importance de la valeur de la laïcité ? Oui, bien sûr, ça fait partie de notre pacte républicain et on voit bien qu'elle est en permanence remise en question, que ce soit à l'école, et il a fallu réaffirmer la loi de 2004 voulue par Jacques Chirac, l'interdiction de signes ostensibles religieux dans l'école. On voit bien que l'école est ciblée par des attaques contre la laïcité, mais de la même façon, ceux qui ont défilé pour le Hamas prononcer des slogans religieux. Ceux qui luttent contre l'antisémitisme ne le font pas au nom de la religion juive. Ils le font au nom de l'humanité, au nom du droit d'Israël à exister. Y a-t-il dans le monde un autre pays dont on remette en cause le principe même de l'existence ? C'est quand même quelque chose de tout à fait singulier. Même l'Allemagne, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et malgré la Shoah, malgré le nazisme, personne n'a songé à remettre en cause l'existence du pays. Or, Israël est le seul pays dont on remet en cause l'existence. C'est insupportable. Voilà, donc... Oui, François Gervais, Raison politique. Est-ce que vous parlez de sursaut national ? Est-ce que vous souhaitez que, au plus haut niveau de l'État, le président de la République, comme l'avait fait François Mitterrand à une certaine époque, puisse participer à ce rassemblement ? Moi, effectivement, vous faites bien de rappeler cet épisode au lendemain je crois que c'était les dégradations des tombes juives dans le cimetière de Carpentras. Il y a eu très spontanément, dans les jours qui ont suivi, un défilé, une manifestation massive organisée en présence du président de la République. Je crois vraiment que ce qui se passe dans notre pays, ce qui s'est passé en Israël, les conséquences que cela a dans notre pays, le déferlement de foules hostiles à Israël et justifiant les massacres du Hamas, justifierait un sursaut national au plus haut niveau du pays, en effet. Et je pense que la présence du président de la République ne serait pas, serait normale. Au lendemain de Charlie Hebdo, le président de la République était là. Donc, on ne peut pas être dans l'entre-deux dans cette affaire. Comme parfois, certains discours officiels du Quai d'Orsay me mettent un peu mal à l'aise parce qu'il y a une difficulté à se positionner clairement.
On ne peut pas parler de la défense d'Israël sans évoquer Gaza, les populations civiles, comme si il fallait toujours mettre les choses en balance. Le fait générateur, c'est quand même l'agression dont a été victime Israël. Cette recrudescence des tensions, d'actes antisémites, évidemment, est liée à la situation au Proche-Orient. Est-ce que vous considérez que la position de la France sur la scène internationale est la bonne? Aujourd'hui, c'est évidemment un rappel systématique du droit d'Israël à se défendre et appel non pas à ce stade à un cessez-le-feu en tant que tel, mais à une trêve humanitaire. Est-ce que vous considérez que la position de la France sur ce sujet est celle qu'elle a toujours été et celle qu'elle doit être aujourd'hui? Je considère qu'il n'y a pas de paix possible tant que le Hamas demeurera. Voilà. Et un appel à la paix, bien sûr, nous l'espérons tous, qui peut ne pas désirer la paix. Mais la paix ne sera jamais possible tant que le Hamas sera là. Et le Hamas, pas plus que le Fatah, pas plus qu'en son temps les responsables palestiniens, ne veulent de 2 États. Ils n'en veulent pas. Ils l'ont prouvé, l'échec des accords d'Oslo l'a démontré. Donc, appeler à la paix, appeler à la trêve humanitaire, appeler au cessez-le-feu, j'entends ce discours, mais je crois qu'il n'y aura pas de paix possible tant que le Hamas sera debout. Je veux dire aussi que, et même si certains ne veulent pas l'entendre, la dernière fois que je suis allée en Israël, nous avons rencontré des responsables de Tsahal et ils nous ont expliqué que lorsqu'ils frappaient Gaza, c'était en réponse à des frappes aériennes qui toutes ne sont pas arrêtées par le dôme de fer et que toujours ils prévenaient les habitants des immeubles. Et ils préviennent individuellement. Et là, ils viennent d'ouvrir à Gaza un couloir pour permettre aux populations de sortir. Mais ce que chacun sait, c'est que le Hamas utilise les populations civiles comme boucliers humains, leur interdit d'aller au sud de Gaza. Enfin, il faut prendre la mesure de l'ignoble mépris que le Hamas a pour sa propre population. Il n'y a pas eu d'élection depuis presque 2 décennies, enfin 14 ans. Oui. Donc c'est un mouvement qui se moque complètement de l'importance de la vie humaine, y compris chez sa propre population. Donc voilà, il est facile de mettre tout sur le dos d'Israël, mais regardons la réalité des choses. Le Hamas est un mouvement épouvantablement violent, y compris auprès des siens. Vous parliez de sursaut national tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que cette marche de dimanche est susceptible de créer une forme d'électrochoc? On peut en douter dans la mesure où risquent de venir et d'être convaincus ceux qui le sont déjà. Comment on évite en quelque sorte une importation entre guillemets durable de la situation au Proche-Orient en France avec une montée des tensions? Moi, je crois que la clarté des points de vue est nécessaire. Il faut dire aux Français ce qui se passe dans notre pays est très très grave. La multiplication des faits antisémites, le fait que les Juifs dans notre pays, enfin les Français de confession juive, aient peur dans notre pays. Je vous rappelle qu'au lendemain de l'attaque du 7 octobre, les islamistes ont déclaré un jour de haine et que dans nos villes françaises, des Français de confession juive n'ont pas osé sortir de chez eux. J'en connais, ils me l'ont dit. C'est insupportable. Donc il faut ce sursaut. Moi, je crois que quand 2 personnalités éminentes le disent clairement aux Français, ça ne peut pas être sans effet. Il faut sortir de la banalisation, de l'indifférence, de la méconnaissance aussi. Parce qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la Shoah, que les témoins directs de cette époque vont disparaître, il faut des relais de mémoire, c'est indispensable. Et voilà, donc cette marche, elle est profondément utile, elle va dire quelque chose aux Français, y compris à ceux qui n'auraient pas pleinement conscience de la gravité des événements que nous vivons aujourd'hui.
Quelques jours après les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre, a eu lieu l'attentat d'Arras, qui a coûté la vie au professeur Dominique Bernard. Dans la foulée, Gérald Darmanin a présenté le projet de loi sur l'immigration actuellement en cours d'examen au Sénat comme pouvant être un outil supplémentaire pour lutter contre le terrorisme en facilitant l'expulsion de terroristes potentiels. Donc le texte est en discussion aujourd'hui au Sénat. Sur l'article 3, un compromis semble se dessiner entre la majorité composée des Républicains et des centristes. Qu'est-ce que vous pensez du compromis qui semble être en cours, c'est-à-dire suppression de l'article 3 en tant que tel, mais une accroche législative précisant le pouvoir discrétionnaire des préfets en matière de régularisation de travailleurs sans papier? Alors d'abord, une remarque générale, ce que nous voulons, c'est une loi véritablement utile. Si ça doit être la 30e loi en 40 ans qui n'aura servi à rien, bon, clairement, la situation impose des décisions qui soient courageuses et qui changent vraiment le paradigme. Il faut réduire, mettre fin à l'immigration de masse. Je rappelle quand même que 500 000 personnes arrivent chaque année sur notre sol avec un titre de séjour, comme demandeurs d'asile ou comme mineurs non accompagnés. C'est considérable. Ça n'a, dans notre histoire, jamais été atteint, ce chiffre-là. Et ça s'ajoute entre 600 000 et 1 million d'irréguliers dans notre pays. Donc, tout signe de faiblesse, franchement, est une trahison des enjeux que pose cette situation. Alors, dans ce texte de loi de Gérald Darmanin, ce qui a cristallisé l'opposition des Républicains et de la droite, c'est ce fameux article 3. Pourquoi ? Notre pays, depuis 50 ans, connaît des vagues de régularisation. Quand Mitterrand arrive au pouvoir, il régularise d'emblée 140 000 personnes. Ensuite, il y a eu Jospin, ensuite il y a eu Chevènement qui aujourd'hui dénonce la situation, mais il a été lui-même un acteur de ces vagues de régularisation. Est-ce que les régularisations ont tari les flots ? Non, les flux n'ont cessé de progresser. Donc cet article 3, il ouvrait la porte à des régularisations pour des métiers en tension. Évalué, d'après Olivier Dussopt, à peu près à un besoin de 7 000 par an. Donc, nous disons, c'est du en même temps on durcit et en même temps on ouvre. C'est pas possible. En matière d'immigration, il faut choisir sa stratégie. Il faut choisir ses priorités, il faut choisir ses combats. Donc, en plus, il y a tous les outils dans le droit existant pour répondre à des situations singulières. Parce qu'en effet, dans notre pays, il peut y avoir des situations humaines particulières qu'il faut pouvoir prendre en compte. L'admission exceptionnelle au séjour existe dans notre pays. C'est à la main du préfet. Le préfet, au titre de la circulaire Valls, peut régulariser 7 000 personnes par an. On a déjà l'outil et dans les proportions nécessaires, si je reprends les chiffres d'Olivier Dussopt. Donc en réalité, cet article 3, il était un gage donné à la gauche macroniste, car elle existe, dont il fallait apaiser un peu la mauvaise conscience, un texte qui durcit, mais en même temps un gage donné à Sacha Houlié et ses amis pour dire, vous voyez, on n'est pas aussi dur que ça, puisqu'on est capable de prendre en compte. Mais sauf qu'on créait fatalement un message de laxisme. Or, on a besoin de tout sauf de laxisme en matière d'immigration. La France est un des pays les plus attractifs d'Europe et ça ne peut pas durer ainsi. À propos de ce texte de loi, Madame Genevard, le Sénat a voté hier la suppression de l'aide médicale d'État pour la remplacer par une aide médicale d'urgence qui devrait coûter moins cher au budget. Alors, je voudrais savoir si vous êtes pour cette suppression. Et d'autre part, concernant les articles 3 et 4, donc qui vont être supprimés pour être réécrits d'une autre façon, enfin bon. Est-ce que c'est acceptable pour vous ?
Alors, sur la réécriture, bon, le 4 est supprimé, sèchement. Je rappelle qu'il prévoyait qu'un demandeur d'asile pouvait accéder spontanément à un travail dès lors qu'il venait d'un pays à haut risque d'exposition pour lui. Sur l'article 3, il est supprimé. À ce stade, il est supprimé. Moi, je ne sais pas si j'en crois ce que dit Bruno Retailleau. Ce que dit Bruno Retailleau, c'est qu'il ne veut pas le voir ressurgir sous une forme, même atténuée, dans le texte. Voilà là où nous en sommes. Je sais que cette question sera renvoyée à la fin de l'examen du texte. Mais si ça doit être un faux-né, évidemment, ça ne peut pas satisfaire les Républicains, mais je n'ai pas compris qu'on allait dans cette voie-là. J'ai compris qu'on allait au contraire vers la réaffirmation de la circulaire Valls avec un durcissement de la circulaire Valls. Voilà. Donc, tout ce qui durcit le droit actuel, moi, me va bien. Mais on verra ce qui, au final, sortira du Sénat. Ce que je voudrais dire aussi concernant l'AME. Ça fait des années que nous demandons sa suppression au bénéfice, non pas sa suppression sèche, mais sa suppression au bénéfice de l'aide médicale d'urgence. Pourquoi ? L'AME est sans équivalent en Europe. Sans équivalent. C'est le système le plus généreux qui soit en Europe. Alors, dire que ça ne constitue pas un phénomène d'attractivité serait, je crois, contraire, évidemment, au bon sens et à la réalité. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut cesser tous les soins. Et du reste, ceux qui prétendent que ce sera pire en supprimant l'AME qu'en le maintenant sont de mauvaise foi, parce qu'en réalité, on maintiendra dans le panier de soins un certain nombre de choses concernant la vaccination, la prophylaxie, la prévention, les douleurs aiguës, la grossesse, les soins associés à la grossesse. Donc, on ne peut pas dire qu'on supprime tous les soins. Il n'y a pas d'inhumanité chez nos soignants. On le sait bien, un soignant est là pour soigner. Mais on ne peut pas non plus être larga-manu sur tous les soins. Moi, je vais vous livrer un témoignage que je tiens d'un proche qui l'a vécu. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas répété. Un hôpital parisien, on a refoulé une personne qui disposait d'une couverture médicale et d'une mutuelle au motif que là où on la recevait, on ne s'occupait que de ceux qui n'avaient aucune couverture médicale. Et on a renvoyé cette personne dans le privé. On lui a dit ici, on ne soigne que les gens qui n'ont pas de couverture maladie. Est-ce que vous trouvez ça normal ? C'est révoltant. C'est révoltant. C'est pas possible de continuer ainsi. Donc, la suppression de l'AME est une bonne chose. Ça coûte au bas mot 1 milliard d'euros par an. Et notre collègue Véronique Louwagie, dont on connaît le sérieux, a identifié 11 dispositifs dans notre arsenal qui permettent le soin des étrangers. 11 dispositifs. Elle n'a pu en renseigner budgétairement que 7 sur 11. Et puis, s'ajoute à ça le logement des demandeurs d'asile, près de 2 milliards d'euros. Enfin, tout ça a un coût considérable. Je suis allée faire une mission au Danemark pour voir un petit peu comment ils géraient la situation. Ils sont très clairs. C'est un gouvernement social-démocrate de gauche qui dit, nous, on est très clairs. On ne veut pas donner le moindre signal d'appel d'air. Voilà, donc après, il faut, dans le respect, évidemment, du droit d'une part et de l'humanité d'autre part, mais pas plus qu'il n'en faut, parce que sinon, on n'y suffira plus. Nicolas ? Je ne vous entends pas, non ? Vous devriez m'entendre, merci. Nicolas Prissette pour la Tribune Dimanche. Ce débat sur l'AME, les arguments de principe que vous venez de rappeler sont très clairs pour tout le monde, qu'on soit pour, qu'on soit contre. On a entendu aussi la pétition dont une partie a été signée, enfin d'une partie des signataires sont des soignants. Mais moi je voudrais vous poser la question, si on sort des principes et qu'on regarde les choses très concrètement, quel est dans l'AME, quels sont les soins qui, dans la réforme, ne seraient plus pris en charge par l'assurance maladie, les soins pour les soignants. Je vous pose la question parce que la définition de l'AME, quand on la lit sur les sites, notamment de l'assurance maladie, couvre déjà, en principe,
ce qui doit relever uniquement de l'urgence. Donc quels sont les soins qui demain, pour vous, ne doivent plus être assurés en faveur des sans-papiers? Merci. Alors, je vais vous répondre selon les connaissances qui sont les miennes. Dans l'AME aujourd'hui, il y a un panier de soins extrêmement large. Sont exclus, je crois, la PMA, me semble-t-il, et puis je crois qu'il y a... Mais enfin, ça couvre quasiment tout le panel des soins. Donc, c'est effectivement sur cette question du panier de soins qu'il faut travailler. Et dans l'énumération que je vous ai faite, ça couvre déjà un certain nombre de choses. Vaccination, prophylaxie, prévention. Parce que l'argument majeur des opposants à la suppression de l'AME, c'est de dire « Ah, mais on va avoir des épidémies de tous les côtés, ça va être bien plus grave. Finalement, on va avoir des gens bien plus atteints qu'ils ne l'auraient été s'ils avaient été pris en charge. » Non, il y a déjà toute cette question de la prévention, de la prophylaxie, de la vaccination, et puis la prise en charge des soins d'urgence, des soins vitaux, des douleurs aiguës, voilà. Donc aujourd'hui, ça couvre quasiment tout le panel des soins. Brigitte et Stéphanie, si j'ai bien compris dans cet ordre. Je voulais savoir si ce projet de loi, vous pourriez le voter quand on voit qu'il y a les quotas dedans, qu'il y a cet article 3 avec une circulaire Valls qui serait durcie, qu'il y a un regroupement familial aussi qui est plus strict, l'AME qui serait transformée sans doute en AMU. Est-ce que vous, si ce texte arrive tel qu'on le croit ici à l'Assemblée nationale, vous le voteriez ? Alors, deux éléments de réponse. D'abord, nous avons travaillé en amont de l'examen de ce texte. Aux Républicains, avec Bruno Retailleau, Olivier Marleix, François-Noël Buffet, nous avons travaillé sur 2 textes. Une loi simple, qui est en train de coller aux décisions que prend le Sénat. Hein. Vous avez énoncé la suppression de l'AME, le retour au délit de séjour, le durcissement des conditions de regroupement familial, la suppression des prestations non contributives, etc. Donc tout ça colle au texte de la loi simple, de la proposition de loi simple que nous avons déposé. On a vraiment travaillé de concert, Sénat, Assemblée, républicains du Sénat, républicains de l'Assemblée et partis. Donc il y a une feuille de route qui est tracée. Si le texte est conforme à notre proposition de loi, il n'y a pas de raison que nous ne le votions pas. Mais vous savez, Christian Jacob avait une formule que je reprends à mon compte quand on lui demandait « Est-ce que vous pourriez voter ce texte de loi ?» Et il disait toujours « Moi, j'attends de voir le texte. » Donc c'est la réponse que je vais vous faire. Attendons de voir le texte qui sera soumis à notre vote, parce qu'il ne vous a pas échappé que la composition du Sénat et celle de l'Assemblée n'est pas exactement la même. Et je ne sais pas quel sera le pouvoir de conviction de Gérald Darmanin auprès d'un Sacha Houlié, d'une Stella Dupont ou d'une Mathilde Panot, par exemple. S'agissant maintenant de l'efficacité de cette loi ne suffira pas. Dans tous les cas de figure, elle ne suffira pas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé une proposition de loi constitutionnelle. Il faut toucher à la Constitution, c'est indispensable. C'est indispensable parce que vous aurez beau durcir la loi, il y aura toujours un juge pour ne pas l'appliquer. Si on ne touche pas aux conventions, aux traités, aux dispositions jurisprudentielles des cours souveraines, si on n'élargit pas le champ du référendum aux questions migratoires, si on ne fixe pas dans la loi fondamentale le principe des plafonds migratoires, si on ne fixe pas dans la loi fondamentale le principe de l'expulsion, il y aura toujours une CEDH, une Cour de justice européenne, un Conseil d'État, un Conseil constitutionnel pour vous dire non, cette mesure-là n'est pas applicable. Donc c'est la limite de cette loi simple, de ce projet de loi qui est voté, qui est examiné par le Sénat. C'est la raison pour laquelle le 7 décembre, à l'Assemblée nationale, nous présenterons dans notre niche cette proposition de loi constitutionnelle dont je serai le rapporteur
et que cette loi sera présentée au Sénat quelques jours après. Et là, on verra bien, on sera au pied du mur. Lorsque le président de la République dit « Je suis prêt à tous les référendums pour peu que ce soit utile aux Français », j'ai envie de lui dire, s'il y a bien une loi qui serait utile aux Français, c'est celle-là. S'il y a bien un référendum qui serait utile pour les Français, c'est celui-là. Stéphanie ? Je voulais revenir sur l'article 3, puisque Éric Ciotti et Olivier Marleix ont dit à de multiples reprises qu'ils ne voteraient pas un projet de loi où figure cet article. Dans la copie du Sénat, il y a bien l'article 3, même s'il est réécrit. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de piège politique pour LR, à savoir que soit les députés LR déjugent le Sénat, soit ils se déjugent eux-mêmes? L'article 3 est supprimé. Il sera... Enfin, non. L'article 3, la décision a été prise de le supprimer. Non, 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 non. L'article 3, la décision politique a été prise hier de le supprimer. De même que l'article 4. Mais son examen est renvoyé à la fin du texte. C'est peut-être là qu'est l'ambiguïté pour vous. Le responsable LR avait dit qu'il n'accepterait pas des mesures de l'article 3 reprises à un autre endroit. Voilà, il n'y avait pas de... Oui, c'est vrai, je vous le confirme. Donc, mais je n'ai pas entendu dans le communiqué de presse de Bruno Retailleau publié hier soir qu'il y avait l'hypothèse d'une reprise d'un article 3 modifié, voilà, caviardé. C'est pas du tout l'esprit dans lequel se trouvent les Républicains. Et encore une fois, les choses sont très claires pour nous et on verra. Moi, ce que j'ai entendu dans le propos de Bruno Retailleau, c'est que la décision politique qui avait été prise, c'était une accroche législative sur la circulaire Valls qui serait durcie. Donc, si on durcit la circulaire Valls, personnellement, ça me va bien. Parce que cette circulaire Valls, elle est quand même, aujourd'hui, 30 000 personnes par an, 23 000 au titre du regroupement familial, 7 000 au titre de l'immigration de travail, c'est déjà beaucoup. En 10 ans, puisqu'elle a 10 ans, même 11 ans, c'est plus de 300 000 personnes qui auront été régularisées ainsi. Donc, tout ce qui va dans le sens du durcissement me paraît une bonne chose. Pour résumer, est-ce qu'on peut dire que votre ligne rouge, c'est ne pas accepter toute possibilité pour un juge d'intervenir, quoi. Voilà. On en reste dans des mesures administratives et faire en sorte que, surtout, il n'y ait pas de droit opposable. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas un juge de décider. Effectivement, ce point est majeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la décision du préfet, elle est au cas par cas, exceptionnelle. C'est son pouvoir discrétionnaire. Il ne faut surtout pas en créer un droit opposable, parce que là, c'est une filière nouvelle d'immigration qui se crée, et nous n'en voulons pas. C'est exactement ce qui s'est passé pour la loi Asile et Immigration de Gérard Collomb. Il est entré avec la ferme volonté de durcir les conditions d'accès à l'asile, et on est sorti de cette loi plus exposé qu'on y est entré. C'était une catastrophe. Donc ça, il est clair que ni le Sénat, ni l'Assemblée, ni les républicains du Sénat, ni les républicains de l'Assemblée ne pourraient l'accepter. Anita et puis Hélène. Est-ce que vous conditionnez le vote de la loi immigration à l'acceptation de la PPL sur la modification constitutionnelle? Alors, je voudrais pouvoir vous dire oui, parce que ce serait la logique. Mais le calendrier, évidemment, ne plaide pas en faveur de cette hypothèse, puisque le projet de loi est examiné avant les niches parlementaires. Je ne pense pas que ce soit totalement un hasard. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger personnellement avec Gérald Darmanin. Je lui dis, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement et le président de la République ne se saisiraient pas d'une modification constitutionnelle. Presque 80% des Français considèrent que la question migratoire est mal conduite dans notre pays. Il y a une condamnation à une immense majorité des Français de la politique conduite par le gouvernement.
le gouvernement et le président de la République auraient tout intérêt à changer de braquet sur ce sujet. Et d'autant que Emmanuel Macron a dit « Je suis prêt à tous les référendums pour peu que ce soit utile aux Français ». Donc qu'il y aille. Et en préambule de la réunion du 17, la rencontre de Saint-Denis du 17 novembre, il a laissé entendre qu'il était ouvert à l'élargissement du champ référendaire. Bon, sur les questions sociétales, il n'est pas allé jusqu'à parler d'immigration, mais il s'est montré ouvert. En tout cas, ce que j'en sais, Gérard Larcher et Éric Ciotti, qui vont participer à cette rencontre, vont y aller avec une demande très précise en la matière. Hélène ? Le président a dit effectivement qu'il était prêt à un référendum, vous l'avez rappelé 2 fois, mais est-ce que vous-même, vous y seriez favorable? Est-ce que vous pensez que c'est une solution? D'abord, est-ce que c'est réalisable, ce fameux référendum, là, sur le sujet quand même compliqué? Et est-ce que vous pensez que ça serait un bon moyen d'en sortir et de faire la paix en France sur ce sujet-là, oui, de l'immigration? Tout à fait. Alors, toute la question... Déjà, très bien. Oui. Toute la question est la question, bien sûr. Comme toujours dans un référendum. Moi, je suis favorable à ce qu'on élargisse le champ du référendum. Aujourd'hui, il est circonscrit à des sujets bien précis qui excluent la question migratoire, les questions sociétales. Donc nous, dans notre proposition de loi constitutionnelle, on propose d'ouvrir complètement le champ référendaire. Tout projet de loi pouvant intéresser les Français. La culture référendaire, elle est dans notre famille politique. Vous le savez, en héritière du gaullisme, notre famille politique est favorable à ce que le peuple soit consulté. Au fond, cette question de l'immigration, et vous avez raison de poser la question en ces termes, le référendum ne serait-il pas le moment, le moyen de faire la paix sur ce sujet? Les Français n'ont jamais été consultés sur les réformes migratoires. C'est probablement une des choses qui a le plus modifié leur quotidien, leur environnement. Et jamais ils n'ont été consultés. En revanche, ils s'expriment très souvent, et pour dire toujours la même chose. C'est qu'il y a une immigration qui n'est pas contrôlée et qui compromet l'unité nationale. Tout simplement parce que aujourd'hui, l'intégration, et je ne parle même pas de l'assimilation, l'intégration est en panne. Et c'est une petite fille d'immigrés italiens qui vous le dit. Parce que moi, je sais de quoi je parle, à une époque où les immigrés italiens n'étaient guère mieux considérés que certains ne le sont aujourd'hui. Mais la grande différence, et j'ai ce souvenir précis de mes grands-parents, c'est qu'ils avaient une passion pour la France. Et qu'ils ne cherchaient qu'une chose, c'est à s'y intégrer et même s'y assimiler. On ne parlait pas l'italien chez mes grands-parents, c'est sans doute un tort, mais c'était une façon de dire « nous ne sommes pas demi-français ». Donc aujourd'hui, ce ressort-là manque terriblement dans notre pays. Moi, je suis affolée de voir que dans la 3e génération, il y a une telle détestation de la France. C'est terrifiant. C'est un échec majeur, majeur. Donc, un référendum peut être l'occasion, effectivement, à condition, comme vous le dites, de poser la bonne question, la question qui n'exclut pas, qui ne fracture pas davantage, mais qui réconcilie les Français de toutes origines. Vous le disiez tout à l'heure, hein, le texte n'en est qu'à son début en termes de parcours législatif, le Sénat, puis l'Assemblée. Est-ce que si, au terme de ce processus qui durera sans doute jusqu'à la lecture définitive, au moins jusqu'en début d'année prochaine, si à un moment ou à un autre, le gouvernement doit utiliser le 49.3 sur ce texte-là, un texte donc, qui ne vous conviendrait pas suffisamment pour que vous le votiez, qui comporte plusieurs aspects. On a parlé de l'aspect régularisation, les expulsions notamment d'étrangers délinquants, voire de potentiels terroristes. Gérald Darmanin a ajouté ça en quelque sorte à ce projet de loi.
les sondages ne sont que des sondages, mais on voit que l'opinion semble plutôt favorable à ce projet de loi. Est-ce que vous pourriez, comme on en fait planer la menace, notamment Olivier Marleix et Éric Ciotti, aller jusqu'à présenter une motion de censure et faire tomber le gouvernement sur ce sujet dont vous dites qu'il faut agir, au sujet duquel vous dites qu'il faut agir assez rapidement, au prétexte que ce texte ne vous conviendrait pas parfaitement, suffisamment? Bon, ça a été dit très clairement, on ne peut pas se montrer complice de demi-mesures en la matière. Donc, on ne votera pas un texte qui s'ajouterait à la longue liste de textes tièdes ou de textes inopérants par rapport à l'objectif que l'on s'est fixé. Très clairement, aujourd'hui, la situation de fracture de notre pays, de dislocation du tissu social, de montée en puissance de l'islamisme, du séparatisme. J'observe au passage que la loi séparatiste n'a absolument rien résolu, mais ça, nous l'avions dit en son temps. Donc ça, nous ne serons pas complices de ce renoncement. Et nous pourrions aller, en effet, jusqu'à le dépôt d'une motion de censure si le 49.3 était actionné sur ce texte. Là-dessus encore, oui, Stéphanie. Sur le texte, puisque apparemment Gérald Darmanin vend à Emmanuel Macron l'idée que vous pourriez vous abstenir. Oui, mais il est formidable, notre ministre de l'Intérieur. Hein. C'est le discours qui m'a tenu. Vous allez vous abstenir sur le texte. Merci, monsieur le ministre, de nous dicter notre conduite de vote. Moi, j'attends de voir le texte qui nous sera proposé et j'attends surtout de voir ce que l'Assemblée nationale va en faire. Il n'est pas exclu que la majorité rétablisse l'article 3 ? Rien n'est exclu en la matière. Rien n'est exclu parce qu'il y a quand même quelques... moi, depuis le début, je dis le problème de Gérald Darmanin, c'est Sacha Houlié. Il est quand même président de la commission des lois. Et il mène la fronde, y compris aux côtés des Insoumis, puisqu'il avait fait une tribune, vous vous rappelez, il était en photo aux côtés des Insoumis pour dire le texte... que veut LR ne passera pas par moi. Donc, qu'est-ce qui en sortira? Je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, on ne sera pas complice d'un texte qui ne servirait à rien, si ce n'est à leurrer les Français. Alors, les Français sont favorables, mais il faudra éclairer la connaissance des Français sur le texte qui sera soumis à l'approbation des députés ou non. D'un 49.3 éventuel, mais encore lointain sur ce texte-là, à une série de 49.3 bien réels sur le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Quel regard vous portez sur la séquence budgétaire? On est à peu près à la mi-temps à l'Assemblée nationale, puisque le budget de la Sécu a été adopté faute de vote d'une motion de censure en première lecture. Vraisemblablement, il en sera de même pour le budget de l'État dans les prochains jours. On voit bien qu'un peu comme l'année dernière, mais plus encore, majorité et opposition se renvoient un petit peu la responsabilité de cette situation. Les oppositions disant oui, mais vous n'acceptez pas assez de nos propositions. Les oppositions, enfin la majorité disant que de toute façon les oppositions ne voteront pas le texte au final. Ce qui est sûr, c'est que le débat budgétaire perd de sa substance. Il n'y a pas véritablement, sauf peut-être en commission, de débat budgétaire cet automne au Parlement. Comment est-ce que vous regardez ça? Quelles conséquences vous en tirez? Et comment est-ce que peut-être, d'ici la fin du quinquennat, on peut sortir de ce cycle de 49.3 et de motion de censure? Ou est-ce qu'on y est condamné en situation de majorité relative? Ce qui se passe dans l'examen des textes budgétaires est quand même assez préoccupant. Je crois qu'on en est au 16e 49.3 actionné par Elisabeth Borne. Bon, évidemment, quand on est dans l'opposition, on ne peut pas voter le budget. Enfin, moi, j'ai présidé des exécutifs. Voilà, quand vous votez le budget, vous êtes dans la majorité. Si vous êtes dans l'opposition, vous pouvez pas... On ne peut pas voter ce budget, non seulement par principe, mais aussi à cause de la réalité budgétaire de ce qui nous est proposé.
On atteint un niveau de prélèvement record, on est les champions du monde européen, les économies sont très faibles, elles résultent essentiellement de l'abandon de certaines politiques exceptionnelles, enfin tout à l'avenant, donc l'endettement est majeur, on a levé des emprunts à une hauteur inégalée. Il y a beaucoup de choses dans ces textes budgétaires qui ne nous conviennent pas. On ne peut pas voter ces textes. Alors, effectivement, dans une majorité relative, le gouvernement est coincé. Et s'il veut faire adopter le budget, c'est le 49.3. Nous, on n'a jamais voulu actionner la censure ni se joindre à d'autres groupes politiques, tout simplement parce qu'il n'y a pas de majorité alternative pour un autre budget alternatif. Cela étant, ça conduit à une réalité qui est quand même tout à fait préoccupante. C'est-à-dire que le rôle du Parlement est en train de s'étioler de façon dramatique. Et ce qui se passe aussi, c'est que, comme de toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, certains groupes politiques se livrent à des surenchères budgétaires invraisemblables. C'est des amendements à 400, 5 millions, 1 milliard, ça ne pose pas de problème. Il y a une espèce de déresponsabilisation générale. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est qu'il n'y a plus de dialogue avec les ministres parce qu'ils ne viennent pas en commission. Donc il y a des textes, voilà, il y a des missions qui ne seront pas examinées. En ce moment, on examine le volet des dépenses. Il y a des députés qui ont travaillé sur des missions budgétaires qui ne seront pas examinés, qui ne seront pas discutés avec les ministres. C'est une vraie difficulté. Alors les ministres vont regarder les amendements, ils en prennent un par-ci, par-là, au terme d'une discussion interpersonnelle avec leur auteur. Ce n'est pas l'esprit de la Constitution, ce n'est pas l'esprit du fonctionnement de nos institutions. Donc c'est assez désolant en réalité. Est-ce que ça peut durer comme ça jusqu'en 2027 ? On se dit, quand on voit le désastre de certaines de nos séances, que ça ne peut pas durer comme ça. Moi, vous savez, ça ne m'étonnerait pas qu'Emmanuel Macron veuille que ça dure comme ça, gentiment, pendant encore 3 ans et demi. Franchement, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que pour ceux d'entre nous qui ont connu une autre Assemblée nationale, tout ça est assez désolant. Tout ça est une forme d'affaiblissement vraiment préoccupant du travail parlementaire. On dit pourtant qu'en situation de majorité relative, le Parlement retrouve un pouvoir. Donc, c'est pas vrai. Au sens où la majorité est obligée de tenir compte des oppositions, mais sur les textes budgétaires, puisque c'est sur ce point que M. Faux m'interrogeait, je ne peux pas dire que nous y ayons gagné. Vous parliez un instant des crédits des ministères qui sont examinés et votés ou pas. L'une des rares missions qui a été votée ces derniers jours par l'Assemblée nationale, approuvée, sont les crédits du ministère de la Justice, avec une hausse assez substantielle du budget défendu par Éric Dupond-Moretti, qui est en ce moment devant la Cour de justice de la République pour une affaire, au-delà des termes juridiques, si on résume, une forme d'abus de pouvoir et de conflit d'intérêts. Il y a eu un débat sur est-ce qu'il peut rester ministre au moins pendant ce temps-là. Est-ce que vous considérez, vous, il y a eu un accord sur la loi de programmation du ministère de la Justice entre la majorité et les Républicains. Est-ce que vous considérez qu'Éric Dupond-Moretti est un bon ministre compte tenu des arbitrages qu'il obtient, et est-ce que la situation actuelle vous semble poser problème ou pas ? Je me rappelle très bien de l'arrivée d'Éric Dupond-Moretti. Les débuts ont été besogneux parce que c'était encore l'avocat et pas tout à fait le ministre qui s'exprimait. Donc il a gagné en assurance. Il a obtenu des arbitrages favorables sur le plan budgétaire, ce qui est la marque quand même d'un ministre qui compte. Il vit une situation singulière, c'est-à-dire qu'il a apporté des moyens importants à son ministère et en même temps il est très mal perçu par une partie du corps judiciaire. Donc, et on en a l'illustration dans le procès qui lui est fait
aujourd'hui, puisque la plainte émane du Conseil de la magistrature, entre autres. Bon, c'est un événement judiciaire un peu historique quand même, hein, un ministre de la Justice qui est mis en examen, un ministre régalien qui est soupçonné d'avoir profité de son nouveau poste pour régler des comptes dont il se défend. Bon, vous savez qu'en principe, une affaire pendante en justice ne doit pas être commentée. Je m'astreins à cette règle. Bon, sur une des deux affaires, ça concerne le PNF, sur lequel nous aurions, nous, républicains, beaucoup à dire quant à son fonctionnement et à son activation à des fins politiques. Mais je m'en garderai par respect pour l'institution judiciaire. Bon, il est manifestement victime d'une partie des magistrats qui ont vécu sa nomination comme un affront personnel à l'institution. On verra ce que dira la Cour de justice de la République. Oui, mais au-delà de ça, le fait qu'il reste en place, n'est-ce pas un peu insolite pour être gentil? Enfin, je veux dire, est-ce que la jurisprudence Bérégovoy-Balladur devait s'appliquer ou même une suspension temporaire? Parce que là, elle est de fait. Elle est de fait, la suspension, puisqu'il n'est pas au banc, il n'aura pas à suivre de texte. De fait, la suspension est réelle. Bon, moi, je pense qu'il ne pourra pas reparaître dans une fonction officielle tant que cette affaire ne sera pas purgée dans un sens ou dans un autre. Dans les prochaines semaines, dans les toutes prochaines semaines, en principe, le gouvernement doit présenter en Conseil des ministres un projet de loi qui permettrait d'inscrire l'IVG dans la Constitution par la voie d'un congrès. Il y a une proposition de loi constitutionnelle qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée et au Sénat, mais cette voie-là doit forcément aboutir par référendum. Le projet de loi permettrait que ça aboutisse par la voie d'un congrès. Ce qui serait retenu, c'est la rédaction du Sénat parlant d'une liberté plutôt que d'un droit d'accès à l'avortement. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne méthode d'inscrire l'IVG dans la Constitution par un congrès plutôt que par un référendum? Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que vous voteriez ce texte lors d'un éventuel congrès dans les prochains mois? Alors, nous avons considéré que sur cette affaire de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, c'était au fond une réponse à la situation américaine. La remise en cause de l'IVG aux États-Unis par la Cour suprême ne peut pas être dupliquée en France. L'IVG n'a jamais été remis en cause. Au contraire, on a, de loi en loi, plutôt conforté l'IVG qu'elle ne s'est vue menacée. Donc nous, ça nous semblait une importation d'un débat qui n'existe pas chez nous, voilà, clairement. Et pour faire taire toute polémique qui aurait pu nous être opposée, la décision collective a été prise d'une alternative qui aurait été d'inscrire dans la Constitution le texte de Simone Veil, qui est le texte fondateur. Bon. C'était une façon pour nous de dire... la loi Veil, toute la loi, rien que la loi, bon, si vous tenez absolument à l'inscrire dans la Constitution, on ne va pas créer une polémique sur ce sujet chez ceux qui n'attendent que cela. Nous accuser de façon absolument, je dirais, injustifiée de vouloir remettre en cause l'IVG, ce qui n'a jamais été le cas. Bon, moi, à titre personnel, je trouvais que l'inscription dans la Constitution n'avait pas... une utilité, et surtout s'il s'agit d'écrire « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse ». Bon, cette liberté, elle existe. La loi est toujours possible pour en modifier les contours. Voilà, donc pour moi, il n'y avait pas de sujet. Mais si elle doit être inscrite, elle sera inscrite. Il me semble que le Congrès serait un motif plus... Enfin, une voie plus adaptée que la voie référendaire.
Et dernière question peut-être, est-ce que, à contrario, concernant la fin de vie, le référendum vous semblerait une bonne solution pour permettre aux Français de se prononcer sur le sujet? Puisque si, comme l'envisage le président de la République, le champ du référendum est élargi aux questions de société, cette question, on sait qu'un projet de loi, là encore, doit être présenté dans les prochaines semaines, les prochains mois au Parlement. Est-ce que là, in fine, permettre aux Français de se prononcer sur ce sujet difficile mais important serait une bonne solution? Alors, à contrario, je serais plus favorable à un référendum sur la question de la fin de vie parce que ce que j'observe sur ce débat ô combien difficile, c'est qu'il y a une nécessité absolue d'éclairer la connaissance des Français et d'éclairer la conscience de chacun sur un sujet qui est éminemment important. Légiférer sur la fin de vie, ça n'est pas légiférer sur n'importe quel sujet, et que finalement cette question ne soit pas circonscrite au seul Parlement, mais ouverte à la conscience de chaque Français, me semblerait plutôt une bonne chose. Merci à tous. Merci Annie Genevard. Bon après-midi. Merci. Merci beaucoup.